Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Cette émission qui vous permet de parler actualité, de parler vie, de parler avenir. Aujourd'hui, nous reprenons avec nos habitudes, avec le public, pour décortiquer non seulement l'actualité, mais parler aussi de l'avenir, de notre responsabilité. Quel est le secret de la réussite en République démocratique du Congo? Travail, chômage. Quelle est la part de responsabilité de chacun, la part de responsabilité de l'État, la part de responsabilité de l'Église et surtout la part de responsabilité de l'homme? Un public avec nous dans cette émission. À qui je dis bonjour. Vous allez bien? En forme? Applaudissez pour vous-même. Très en forme, je me rapproche avec le public qui est venu réfléchir avec l'invité. On l'a reçu plusieurs fois, bien avant les élections, en 2018. Et pour la première fois que nous puissions l'avoir sur ce plateau en 2019. Il a deux casquettes. Il est d'abord juriste de formation. Il a un cabinet qui est connu en République démocratique du Congo. Il maîtrise le domaine. Mais il est aussi serviteur de Dieu. Représentant légal de l'église Cité de Paix. Apôtre Serge Moukanga, invité de Questions publiques. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, apôtre? Dieu nous fait grâce, nous allons bien, comme l'apparence le présente, mais je crois que l'intérieur aussi le confirme. Nous allons bien. Saluez le public. Je vous salue et je vous aime bien. Alors, apôtre, vous avez deux casquettes. Vous êtes juriste de formation. Vous êtes quelqu'un, on ne va pas dire ici qui avait réussi votre vie, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui a échoué. Alors dans cette émission, la pédagogie a deux casquettes. Nous commençons par l'actualité, parce qu'il y a des tueries dans la ville de Kinshasa, mais le deuxième aspect le plus profond, c'est le secret de la réussite. Nous devons décortiquer dans cette émission, de par même votre expérience. D'abord, apôtre, à Kinshasa, je pense que ça ne va pas. Les policiers ont la gâchette facile. On tue des Wewa, on tue des civils, et tout récemment, un médecin, l'administrateur général de l'hôpital Bijana, qui venait d'être tué par les gardes du ministre provincial de Limakam. Votre réaction en tant que juriste, comment vous avez analysé cette situation? Je commence par présenter les condoléances aux familles éprouvées, à l'ordre des médecins et à tous les Congolais, parce que quand j'ai vu ces tueries, surtout en ce qui concerne le médecin, pas seulement lui, mais aussi les motards, communément appelés les Wewa, nous présentons les condoléances, mais au même moment nous dénonçons. Nous dénonçons cette façon de se comporter qui n'est pas conforme aux bonnes mœurs et qui ne reflète pas ce qu'on appelle la police. La police est là pour protéger les hommes, les personnes et leurs biens. Et la police n'est pas là pour tuer. Nous nous posons la question dans la République démocratique du Congo. Il nous a été dit, porté à notre connaissance, que nos policiers n'ont pas d'armes, n'ont pas de balles, de vraies balles. Qu'ils avaient des balles pour dissuader la population. Mais quand nous avons vu comment on a tiré sur le motard, il est mort, on a tiré sur le médecin, nous comprenons que ces policiers sont porteurs de munitions, de vraies munitions. Et c'était un danger pour la population, pour certains policiers qui apparemment n'ont pas été bien formés, s'il faut le dire. On leur appelle des Oudjana. Voilà. Alors, ils veulent se venger ou pas? Ça, nous dénonçons cela. Et en tant que juriste, je demande à ceux qui est la justice pour dégager les responsabilités et sévèrement punir
les responsables pour décourager encore qu'il n'y ait pas encore, qu'on n'enregistre pas encore d'autres morts. Mais ici aussi l'occasion de m'adresser à nos amis et frères Wewa. Nous ne pouvons pas rester aussi silencieux. Nous avons vu qu'eux aussi, il y a quand même quelque part un peu d'exagération. Hein, parce que j'ai assisté aussi à deux phénomènes, parce qu'ils ne veulent même pas qu'on interpelle celui qui viole le code de la route par rapport aux motards. Ils encerclent tout le monde. Et moi-même, j'ai failli être victime aussi, alors que c'est lui qui est mal passé du côté de la voiture. Et à un moment, parce que on a semblé se frôler, c'est tout le monde qui est venu devant. Heureusement, quelqu'un est venu dire, ah, oh, pasteur. Vous voyez, donc j'ai eu la vue sauf parce que je suis pasteur. Alors si je n'étais pas pasteur, c'est aussi ce que nous dénonçons pour qu'il y ait quand même équilibre et surtout le respect des droits de l'homme commence par se faire respecter aussi et respecter les autres. Voilà un peu notre position par rapport aux tueries et nous insistons. Dolima dit que les gardes sont allés de eux-mêmes avec la voiture, la Jeep. C'est pas lui qui avait envoyé sa Jeep et les gardes. Bon, la défense, le moyen de défense appartient à chacun de se défendre. Hein. Ce sont ces moyens qu'il est en train d'avancer. Je me réserve parce que vous me prenez à court, j'ai laissé l'audience en cours d'instance. Sinon, si je donne ma position en tant qu'avocat, peut-être que je ne sois pas celui qui influence. Mais à tout du moins, je crois que la théorie de la responsabilité, à chaque niveau, on peut les dégager. Parce que les droits a tout prévu. Hein? Il y a les responsable pénal et le responsable civil. Voilà. Même dans la responsabilité pénale, c'est par la faute de qui est l'initiateur et toutes ces choses-là. Je crois que l'auteur intellectuel existe, l'auteur matériel. Les juges qui sont en train de juger cette affaire pourront donner un bon droit. D'accord, c'était juste l'entrée. Parce que les jeunes que vous voyez ici, comme moi, ceux qui sont là, on n'a pas de travail. On souffre. On n'a pas d'emploi. Pour les certains qui étudient, les frais posent problème. Mais aussi se pose un problème. On veut dégager la responsabilité de quelqu'un, mais non juge. On veut d'abord savoir, dans la situation qui prévaut dans notre pays, du chômage, des difficultés que les jeunes ont, quelle est la responsabilité de l'État? Heureusement que vous avez bien précisé, parce que vous avez dit de l'État. J'aurais entendu vous dire qui est responsable, parce que moi j'aime parler de la responsabilité partagée. Mais parce que vous avez posé la question sur l'État, je crois que nous avons un État démissionnaire, un État qui ne se soucie pas du lendemain de sa population et surtout des jeunes. Parce que à quoi nous servirait d'un gouvernement qui multiplie les universités, qui multiplie les frais académiques pour que tous ces gens-là, une fois terminés à l'université, qu'il n'y ait pas d'emploi pour eux? À quoi servirait un tel gouvernement qui n'a pas une vision ou une politique de travail, d'occupation des universitaires? Là, je suis en train de parler des universitaires. Parce que tous les jeunes ne sont pas universitaires. Il y a des jeunes qui ont terminé, des intellectuels, qui ont eu leur diplôme, mais jusque-là aussi, ils n'ont pas un emploi. Donc, par rapport à toutes ces choses-là, la responsabilité de l'État est tellement pesante que je peux dire, parce que l'État devrait faire tout le possible afin de créer les emplois. Non seulement les emplois, mais de créer une vie pour tous ceux qui existent, pour tous ceux qui vivent comme les jeunes. Des occupations, on n'en manque pas. Et des sociétés existent. L'État a manqué une politique en ce qui concerne le travail. Pourquoi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez voir d'abord sur le plan social ou le plan de ceux qui travaillent, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans les entreprises d'économie mixte, il y a beaucoup de personnes qui doivent aller en retraite pour laisser la place aux jeunes qui terminent. Ces gens-là s'accrochent et il n'y a pas de retraite. L'État est aussi incapable de que ces gens, une fois en retraite, de leur payer. Voilà pourquoi les gens ne sortent pas. On s'arrange de ne pas sortir
de son emploi parce que une fois sorti, il n'a pas d'indemnité de sortie, la politique sociale ne l'accompagne pas. Alors, c'est ça de là, on va se rendre compte. Je prends l'exemple de l'OCC, par exemple. Vous allez trouver qu'il y a des gens, en principe, à ce stade, ils devaient déjà quitter pour laisser la place à ceux qui ont terminé de prendre de l'emploi. Mais ces vieux sont là, plus de 35 ans. C'est inacceptable. Tout ça, c'est l'État. L'État commence par le recrutement. Il commence par dire, celui qui a l'expérience de 5 ans. Bon, ceux qui terminent, quand est-ce qu'ils auront l'emploi parce qu'ils n'ont pas l'expérience de 5 ans? Pourquoi donner les gens le temps de terminer et d'exiger? Ce sont des conditions discriminatoires. Il faut avoir une expérience de 5 ans. On va l'avoir où? Parce que ici, même pour faire le stage dans une entreprise, c'est un problème. Il faut avoir les connaissances de tel, il faut avoir les connaissances de tel. Dans la fonction publique, les numéros matricules qu'on attribue aux gens, on le fait d'une façon sélectionnée. Et tout le monde n'a pas la chance d'accès à l'emploi. C'est sacrifier la jeunesse, c'est sacrifier ceux qui doivent travailler. Donc, je crois que nous avons un État suicidaire jusque-là. J'utilise bien, oui. C'est suicidaire jusque-là parce que on ne ménage pas d'efforts afin que les gens soient encouragés à étudier, soient encouragés de dire que nous pouvons avoir de l'espérance en travaillant quelque part, tout comme en faisant les initiatives. Parce que l'État devrait encourager les initiatives privées. Tous les universitaires, tous ceux qui terminent à l'université peuvent avoir des idées de faire des inventions, peuvent avoir un projet qu'ils veulent mettre en œuvre. Mais si l'État ne favorise pas cela, vous voyez que tout le monde restera à chercher l'emploi au lieu de créer. Voilà, année 2019, année de mariage et de réjouissance. C'est ce qu'on appelle l'affaire 2019. Mariage et réjouissance, c'est ça qu'on a l'église. Est-ce que les pasteurs ne font pas arriver, ne sont pas en partie responsables de cette situation? Moi, je pense que, quand vous avez parlé de l'église, l'église n'est pas totalement responsable, mais des groupes de gens qui se font appeler église. Oh. Hein, tout le monde n'est pas église. Toutes les structures ne sont pas des églises. Il y a des cultes où les gens viennent prier et puis ils partent. Mais une église a un plan d'action. Une église a un message. Une église a sa politique d'encadrement. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, par exemple, je ne me vante pas, j'ai un enseignement que j'appelle l'onction royale. Quand nous parlons de l'onction royale, je dis aux gens comment être politicien et être chrétien. Comment travailler avec Dieu et réussir avec Dieu. Nous donnons ce temps parce que Dieu lui-même dit, vous travaillerez 6 jours et vous vous reposerez. Donc l'église doit accompagner les chrétiens à rechercher l'emploi, à travailler, à créer même. Mais quand l'église vous prend de 8h à 18h croisade, pour que vous allez chercher le travail. Mais même s'il n'y a pas de croisade, il y a des gens, même s'il n'y a pas de croisade, il ne faut rien. Mieux vaut qu'ils soient occupés même par cette croisade, parce qu'ils sont en train de prier. Parce qu'on n'oublie pas que la première base pour la réussite dans la vie, c'est Dieu. Peut-être que les églises débordent en voulant amener les gens, mais moi je pense qu'une église responsable poussera les gens à aller travailler. Les croisades, c'est les après-midi quand les gens ont terminé de travailler. Et d'ailleurs, ça occupe les gens. À 8h jusqu'à 18h. Non, ça peut être pour un temps. Pour 2 semaines. Bon, les gens vont aller travailler quand? Mais ils n'ont pas de travail. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. On va les laisser pour faire quoi? C'est comme ça qu'ils sont en train de multiplier des choses. Nous profitons pour les encadrer, les occuper pour les amener maintenant à faire du travail. Il y a pas, je ne veux pas cacher, il y a des abus dans les églises. Non, ça c'est bon. Vous savez, partout il peut y avoir des... Ça c'est... On est en train d'endormir certaines personnes. Et je crois que c'est pourquoi quand même on va à l'église, on a quand même une intelligence. On doit réfléchir, on doit avoir des choses. Vous voyez que les choses sont spirituelles. Comment une chose physique peut sortir de vous et vous accepter? Et je vois des gens en train de clamer. Vous voyez un Moussélekete sortir du corps de quelqu'un et vous vous applaudissez, vous restez là-bas. On se joue de vous. Donc ce n'est pas seulement l'église. Il y a des gens. Quel miracle? On a sorti l'esprit. Non.
Ça, c'est de l'arnaque, ça, c'est du mensonge. Pur et simple, j'ai toujours dit, c'est du mensonge, ça n'existe pas. Les choses, nous combattons spirituellement. Et les choses que nous prions sont spirituelles. Ce ne sont pas des choses physiques. Ce ne sont pas des choses physiques. Donc, l'Église a une mission, celle d'accompagner, de dire aux fidèles qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent chercher le travail et qu'ils doivent privilégier le travail. Parce que Dieu a donné la première bénédiction. La première bénédiction qui est sans problème, c'est le travail. D'accord. Chacun doit travailler, quel que soit ce que tu fais. Travail intellectuel, travail manuel, travail spirituel. Tout doit passer par le travail. Et quand vous travaillez pour vous-même, vous travaillez pour l'État, vous travaillez pour les autres, vous êtes dans un champ dans lequel Dieu va vous permettre de prospérer. Alors les églises qui n'encouragent pas les autres à aller travailler, qui les prennent, je crois qu'avec cette émission, peut-être s'ils sont en train de nous suivre, ils peuvent toujours corriger, ce n'est pas trop tard. Mettre le jeune, la responsabilité des jeunes. Est-ce que ces jeunes ici ne sont pas des paresseux? Ah. Est-ce qu'eux ne sont pas paresseux? Est-ce qu'ils n'ont pas le sens d'initiative? L'université forme des chercheurs, des gens qui peuvent créer l'emploi, au-delà de l'État et de l'Église. Est-ce qu'eux-là, ils ne sont pas concentrés à prendre la bière, à l'emba ou à bandal, voir les DJ, et n'ont pas le sens d'initiative de créer leur propre valeur? Heureusement que ça vient de vous. Moi, je peux te poser des questions. Non, parce que j'allais mais aussi ça venait de moi le premier. Donc je ne peux que affirmer que je ne dis pas tous les jeunes, mais nous retrouvons une paresse terrible dans la jeunesse. Une paresse terrible. Et les gens commencent à inventer les choses. Ils croient qu'il y a un club de gens qui, eux, peuvent travailler, les autres ne peuvent pas travailler. Même si, premièrement, ils n'ont pas d'initiative. Parce que la réussite, le secret de la réussite, pour l'état de jeunesse, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. Chacun doit avoir l'esprit d'initiation. C'est le premier point pour le succès, pour la vie de quelqu'un. Et la plupart des jeunes réfléchissent comme des vieux. Ils n'ont pas l'initiative de sortir de leurs problèmes. Ils préfèrent être dans les loisirs. Ils préfèrent être dans les ambiances. Ils préfèrent réussir directement, sans commencer quelque part. La vie facile. Oui. Et ça ne réussira jamais. Il faut toujours commencer. Bon, justement, c'est pour cela que, avec ce genre de chansons, et aussi la politique du Congo, les politiciens du Congo ont fait démontrer aux gens que vous pouvez ne pas créer des initiatives. Faites-vous seulement membre d'un parti politique. Une fois au pouvoir, on va exiger au ministre d'avoir les membres des partis politiques. Et quand tu entres là-bas directement, tu as des missions, tu pars. C'est fini. Il n'y a plus d'initiative pour laisser aussi aux autres qui vont venir. Parce que si toi tu entres comme ça avec facilité, c'est fini. Donc il y a une paresse constatée et avérée dans nous les jeunes. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'initiative privée et ils ne se donnent même pas les chances eux-mêmes de dire que je peux commencer et s'en sortir. Non. Tout est calé, tout est bloqué. Est-ce que tu ne parles pas du système éducatif et même de l'enseignement? Aujourd'hui, la formation, même si je demande à mes frères et sœurs ici, on a lu combien de livres ce mois qui vient de s'achever, vous verrez que eux diront qu'ils ont lu 1 ou 2 livres. On ne lit pas, on ne fait pas de recherche, on ne travaille pas. On a rempli Kinshasa par exemple de lunch bars, on connaît tout le coin de lunch bars et tout pour aller s'enivrer. Et plutôt que de pouvoir penser à l'avenir. Mais malheureusement, ce que vous avez dit, c'est ce qui est important. Je trouve que le système scolaire ou le système de formation que nous avons hérité de nos pères, c'est un mauvais système. Et beaucoup de gens aussi veulent terminer l'université, même sans être universitaire. Ça veut dire qu'il a besoin d'un diplôme. Il est un licencié sans avoir été économiste, sans être juriste, mais il est licencié en droit. Il a juste le papier. Il a le papier en droit, mais il te dit que j'ai fini l'université. Au lieu de faire de l'école de métier pour les uns et les autres... Dans ce pays, un pasteur en train de tricher. Il a dit, regardez le code. Mais à la fin, vous allez voir ici, chaque samedi, allô Nginae, allô Nginini. Il y a des gens qui ont des diplômes, quand tu lui donnes même la dictée,
il ne sait pas écrire ce qu'il a étudié. Écrit seulement Régie des eaux. Régie des eaux. Je peux donner un papier ici, peut-être, écris-moi Régie des eaux. Vous allez voir des histoires. Mais ils sont licenciés, ils disent, dose de la misala. Dose de la misala, tu ne comprends pas écrire Régie des eaux. C'est un problème sérieux. Donc, il y a beaucoup de paresse et beaucoup de gens n'ont pas atteint leur aptitude et ils ne croient pas en eux-mêmes. C'est un problème de système. Or, on pouvait faire les métiers, on pouvait entrer dans les autres. Et puis, ce système de 6 ans d'université, vous faites l'économie de 6 ans. Vous terminez, après 5 ans, vous êtes licencié en économie. Pour quelle économie? Pour quelle économie? Même l'université, là, c'est des syllabus, c'est des syllabus. On termine, rien n'est adapté à ce qui se passe au Congo. Rien n'est adapté. Donc, on nous donne les histoires des Occidentaux. Et vous terminez ici, vous êtes, on vous emploie aujourd'hui, on vous donne un emploi. Vous êtes comme quelqu'un qui n'est même pas passé sur le banc de l'école. Parce qu'il n'y a pas de réalité dans ce que nous étudions. Il y a un écart terrible. C'est pour cela que nous estimons que l'initiative de la jeunesse peut changer les choses demain. Que chacun de nous puisse réfléchir sur quoi d'abord il veut devenir demain. C'est là où il y a aussi un grand problème. Vous savez, tel qu'on est là, si je pose la question à quelqu'un ici, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Tu vas voir que c'est un problème aussi. Personne ne sait ce qu'il veut devenir. La plupart des gens vont vous dire, non, il faut un mata. Ok, au mata. Tout le monde veut un mata. Il veut aller en Europe. Mais toi-même, toi, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on est le fruit de ce qu'on veut. Ce qu'on veut devenir. C'est ça le fruit. Ta vision de toi-même. C'est ça que tu dois devenir. Moi, je me rappelle, je ne me vante pas encore, je vais leur dire. Je suis né à Lubumbashi. Et à Kipushi, mon père était mineur. J'ai trouvé que mon père était parmi les premiers cadres de la GECAMI. Et chez nous, il a pris tout le monde, mes grands frères. Vous terminez, allez, il vous envoie dans l'école de mines. Parce qu'il avait la facilité de faire engager. Il arrive à mon stade d'abord, celui qui est avant moi. Il a dit non, moi je vais devenir médecin. Il est parti, on l'a pris pour rebelle. C'est arrivé à mon tour, j'ai dit non, moi je ne ferai pas cette histoire d'être un mineur. Moi je vais étudier, je vais aller à l'université pour faire autre chose. Et à partir de là, j'ai compris que quand vous voulez quelque chose, vous avez un rêve que vous pouvez mettre en œuvre. Voilà, aujourd'hui, je peux me dire que c'est le fruit de ce que je pensais. Le fruit de ce que je voulais. Mais quand on veut rester, être conduit dans un système déjà préétabli, on ne réussira pas. Ça a été facile pour vous d'en arriver là où le chemin était... Le chemin, en tout cas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que tu veux, tu arrives. Le chemin est long. Comme j'ai parlé ici, il faut d'abord avoir l'état d'esprit. Et il faut avoir la détermination. La détermination. On ne peut pas vaincre si on n'a pas vaincu les épreuves. Et il n'y a pas de bonne victoire sans les épreuves. La plupart des gens reculent. Ils rentrent, ils préfèrent avoir les raccourcis. Et ce n'est pas une bonne réussite. Car ce n'est pas même du succès. Car le succès attire le succès. Vous avez connu des échecs? Beaucoup d'échecs. J'ai connu beaucoup d'échecs. À un certain moment, j'étais découragé. Je m'étais dit, bon, que je devienne militaire. Oh. Je pensais que le service militaire, c'était facile. Mais je dormais et je me suis rendu compte, je ne peux pas réussir à être militaire. Donc, nous avons accumulé des échecs qui nous ont permis de réfléchir pour réussir demain. Et c'est ça que je peux appeler à mes amis. Les échecs ne doivent pas décourager la vie. Quand on échoue, on n'a rien, on a faim. Pour avancer, c'est compliqué. Mais la fin ne se terminera pas par te mettre. La fin va se terminer si tu travailles. J'ai dit même à l'église, excusez-moi. L'église, la Bible dit ceci. Je suis le bon berger. Hein? Vous ne manquerez de rien. Ce n'est pas vrai que tu ne penses que Dieu est le bon berger, tu ne manqueras de rien. Non. Je ne manquerai de rien veut dire je manque aujourd'hui, demain je vais avoir. Comment je vais avoir demain? Il y a un temps pour travailler. Quand on ne comprend pas ces choses-là, que si je manque aujourd'hui, demain je peux avoir, on ne fera pas des initiatives. Parce que pour certaines personnes, on dit, ah, oliwa po nazoye bata place na kubimisa iloko te. Mboko comme mboko ya ba minasema o mwanetu. Quand déjà vous vous découragez vous-même,
avec ça. Non, mais qui va vous... Non, c'est pour cela qu'il faut foncer. Il faut être sûr de soi et il faut foncer. Tant qu'on a encore la vie et surtout la force, quand on parle de la jeunesse, on voit la vigueur, on voit la force et j'aime dire, il faut la percer. On va prendre le public, on va prendre 4 personnes d'abord qui vont poser des questions, on va prendre les réponses et on prendra encore 4 personnes si d'autres veulent intervenir. Merci Pasteur Serge. C'est Ligoté Lodiko Hervé. Vous vous souvenez de ces noms. Aujourd'hui, j'étais fier de vous attendre parler d'un État démissionnaire, d'un État génocidaire. Vous avez fait la part des choses, cher pasteur. L'État a une grande responsabilité en ce qui concerne l'avancement de notre pays. L'Église a aussi une autre responsabilité. Nous, la jeunesse, nous avons aussi la nôtre. Cette jeunesse ici a beaucoup d'initiatives, cher pasteur. C'est celle-là qui a voulu que les élections aient lieu dans ce pays, qui a marché plusieurs fois. Thérèse Kapangala, aussi Moukeni, ce n'est pas les vieux, c'est la jeunesse qui s'est sacrifiée pour que le pays change un jour. C'est cette jeunesse-là qui a fait le phénomène Wewa, les bars, les terrasses, pour survivre. Mais nous nous rendons compte que nous sommes entourés par un système, l'État et vous l'Église. Chez l'État, il y a la corruption, pose à la monnaie, partir. À l'Église, la bénédiction pour aller en Europe, aux États-Unis et consorts. Maintenant, est-ce que vous allez nous dire quelle est vraiment la voie de sortie pour, à part l'État, l'Église, pour que la jeunesse s'en sorte? Voilà ma question. Voilà. Moi, je comprends directement la réponse. On va commencer à faire tic au tac. Directement la réponse. Directement la réponse. Je suis ravi et je reconnais votre voix et votre nom. Vous vous rappelez que je vous avais posé la question ici et je suis sérieux de vous dire, c'était bien de réclamer les élections et ce qui a été fait. C'était bien de remplacer le pouvoir, les gens qui étaient là. Mais j'avais dit pour quel projet? Vous vous rappelez aussi de ma question? Moi aujourd'hui, je peux dire haut et faux, dans des places à qui veut. Je me suis dit que, par exemple, l'UDPS, j'ai l'impression que l'UDPS s'est préparé pour de contestation en contestation. Et il ne s'est pas préparé pour la gestion de ce pouvoir. Il suffit de voir comment les gens se tiraillent. On donne maintenant le pouvoir. Pour faire quoi? Quand on oublie c'est à quoi on cherchait de renverser l'autre, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je reprends, je crois que c'était toujours vous qui m'avez posé cette question. Et de deux, quelle voie de sortie? Oui, il m'avait dit, je le reconnais très bien, Elvis. C'est pourquoi il parlait de bénédiction pour aller en Europe. Quelle voie de sortie? La première voie de sortie, c'est encore ce que vous aviez comme avant l'initiative. C'est d'abord toi. Hein? Ici, personne ne fera la chose à ta place. Ce que toi tu as, tu cherches à le mettre en musique. Et tu t'imposes là où tu es. C'est alors que cette voie sera, et la place où toi tu es, tu l'occupes réellement. J'ai aimé ici, tu as dit, il y en a qui ont fait des maléois, il y en a qui font ça. Ce n'est pas ça l'idéal. Tout ce que nous voulons, c'est pouvoir reconnaître chacun sa part. Aujourd'hui, le président a lancé l'état des droits. L'état des droits commence où, se termine où? Avec la jeunesse ici, le président de la République pouvait créer une structure pour la protection civile. La protection civile, ce ne c'est pas seulement avoir les armes. La protection civile, c'est ce qui se passe à la cité. Hein? Il y a les vols de courant, il y a les jeunes qui les font. Si on donnait à la jeunesse, les jeunes réfléchissent. Ça veut dire que par rapport à ça, il y aura des emplois qui seront créés, il y a l'État qui va se retrouver et la jeunesse se retrouve dans ce qu'il y a de nouveaux emplois qui donnent l'impulsion au gouvernement pour bien travailler. Si on veut rester, et j'aime dire, le gouvernement ne doit pas être comme l'ONATRA. C'est la seule société où on n'invente plus rien.
Depuis qu'on avait mis les chemins de fer, jusqu'à aujourd'hui, on reste dans les chemins de fer. Et même si tu es cadre aujourd'hui, tu dois réfléchir sur quoi? Pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation. Or, l'État ne doit pas, nous ne devons pas rester là sans innovation. Il faut innover avec de nouvelles initiatives, de nouveaux emplois. Que faire pour que le pays puisse aller de l'avant? On est un ministère de portefeuille. On ne va pas rester seulement avec les sociétés qui sont créées. Il y a plusieurs emplois qu'il fallait ouvrir pour que nous, et vous, nous puissions avoir la voie de sortie. Donc, premièrement pour moi, c'est que vous devrez conscientiser, prendre en compte ce que vous avez à faire dans ce pays. Je peux poser la question, une fois président Elvis, une fois président de la République, quelle est ta priorité? Aujourd'hui, Dieu peut faire grâce. Tu es nommé président de la République. Quelle est ta priorité dans ce que tu as constaté dans ce pays? Je m'excuse, je ne suis pas Peter Tian. Mais c'est juste pour, pédagogiquement, pour que j'aimerais qu'on puisse commencer à réfléchir. Nous allons passer d'abord par la campagne. Je vais présenter mon programme auprès de la population. Si la population voit que mon programme est meilleur, là, je vais exécuter le programme que je vais... Mon programme, d'abord, je mettrai le social du peuple au centre de la vie humaine. Il faut que le peuple soit bosseur, travailleur. Je ferai les partenaires, parce que les partenaires internationaux et internes qui peuvent faire développer le pays par rapport aux entreprises, aux créations de l'emploi et consorts. Voilà. En grosso modo, c'est que je peux imaginer à mon niveau. Vous comprenez la difficulté avec laquelle vous avez répondu, hein? C'est une grande difficulté, n'est-ce pas? La difficulté avec laquelle, parce que c'est comme ça que moi j'appelle les jeunes que nous sommes. Nous devrons au même moment en train de réfléchir une fois responsable d'une entreprise. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que moi je peux apporter comme pierre? Et le pays va changer. Vous avez dit quelque chose de bon. Moi je me dis, la première des choses, je vais soutenir les initiatives privées. Parce qu'il faut rendre l'informel formel afin que ce pays change. Il y a beaucoup d'informels. Quand on évolue dans l'informel, on ne met pas ça dans l'informel, le pays ne va pas aller. Même si tu descends aujourd'hui, le président Tshisekedi peut échouer, je ne dis pas qu'il va échouer, il peut échouer parce qu'il est assis sur un système où il ne sait pas s'en sortir. Je prends seulement l'impunité. L'impunité. Le président de la République entre, il signe une ordonnance, il nomme par exemple le PDG de la GECAMI. Le ministre des portefeuilles qui était là, il bloque jusqu'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est en train de bloquer. Mais voilà comment chacun commence à faire de sa place. Les gouverneurs aujourd'hui sont des rebelles. Je m'excuse, même si les rebelles, ils ont refusé l'ordre du ministre de l'Intérieur. Est-ce que comment on va continuer dans un pays où ceux qui nous dirigent sont en train de faire la guerre là-bas? Nous, qu'est-ce qu'on aura à notre temps? Voilà, si on essaie d'observer et on commence ne fût que par ça, je crois que le pays, on va, quand il y a l'espoir qui fait vivre, nous pouvons espérer aussi porter notre pierre. Voilà ce que... Ouais, ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles. Je serai ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur. Je n'aurai pas honte. Il y a des vice-gouverneurs, il y a des chefs d'administration. Ils seront tous suspendus d'abord, jusqu'à nouvel ordre. Ils ont répondu. Je n'ai pas question de répondre. Ils ont refusé de tempérer à sa décision. Mais quand on les laisse comme ça, ce n'est pas normal. Ils ne sont pas des présidents de la République. Nous ne sommes pas dans un État décentralisé, fortement décentralisé, où les gouverneurs... Non! Ils prêtent serment devant le président, mais sur le plan administratif, ils dépendent du vice-premier ministre de l'Intérieur. Qu'il soit de l'IDPS, de FCC... C'est une subordination. Totale. Et si on laisse les choses comme ça, le vice-premier, il appellera peut-être le commandant de la police qui va refuser. Je suis un peu abattu, je ne sais pas vous appeler maître, pasteur ou quoi, mais je vais dans les deux volets. Je commence par le volet de maître. Je constate qu'il y a eu des tueries à travers la ville. Il y a 3 pratiquement tueries à travers la ville. Vous avez donné vos points de vue. Et après là, il y a eu l'appel du général de la police de la ville de Kinshasa, qui a fait appel à la parade. Et dans la parade, il appelle un pasteur qui vient se dire une prière. Est-ce que tous ces militaires-là étaient chrétiens? Première question. Est-ce qu'il n'y a pas de violation de l'article 1er de la Constitution? Je ne sais pas comment vous voulez la répondre. La seconde proposition, vous aviez soulevé, là je vais dans les volets de pasteur, vous aviez soulevé quelque chose disant la responsabilité de la jeter à la jeunesse.
vous êtes pasteur, maître quelque part. Combien de jeunes aviez-vous déjà appelé à former et que vous aviez constaté l'incapacité? Parce que vous avez senti la politique entre même dans les églises. Le pasteur maire, c'est son fils qui remplace. Le pasteur de place, c'est sa femme qui a la chair. On ne sait pas comprendre, c'est la politique dans les églises ou quelque chose qui ne va pas. Je pense que ce sont les deux volets que je vous dis. Merci. Merci. La prière n'est pas une mauvaise chose. Que ce soit les musulmans, que ce soit les bouddhistes, que ce soit tout le monde prie. C'est pas un aveu d'échec. Si on prend... Non, on a tout simplement compris que Dieu doit être au centre de tout. C'est ça le message. Il y a certaines choses, c'est pour qu'il y ait le sang qui coule comme ça à tout moment. Parce que faire couler le sang comme ça, pour des gens normaux, il faut peut-être une prière. C'est pourquoi le général de la ville a estimé, avec sa foi, et en tant que commandant, qu'il peut appeler une prière. Vous vous rappelez que le président de la République, le sénateur à vie, quand il fut président, chaque fois il terminait ses discours, il disait que Dieu bénisse ce pays. Cela ne peut pas dire tout simplement qu'on a violé la Constitution. Non, nous sommes un pays laïque, oui. Mais tous, dans notre laïcité, nous connaissons Dieu et la valeur de Dieu. Si moi je prie comme chrétien, l'autre prie comme musulman, les autres prient de leur Dieu, il n'y a pas de violation. Et tout simplement, c'est pour amener le pays à respecter Dieu. Moi, c'est comme ça que je juge le message du commissaire provincial. Deuxièmement, l'Église a une politique. Moi, je vous dis toujours, Jésus-Christ est un politicien. Il est venu avec la mission de libérer. La mission de libérer, c'est une politique. Tout simplement, là où il y a la différence, c'est que nous faisons la politique, nous ne faisons pas le politique. Le politicien a une mauvaise politique, l'art de gérer, de gouverner même à mal. Mais la politique de l'Église, c'est l'art qui veut que nous puissions amener les gens à une bonne gestion, à une bonne gouvernance. Ça, il faut que vous puissiez le comprendre. Moi, j'ai toujours dit, on me dise que pasteur, politicien, ce n'est pas un problème, dans la mesure où nous sommes en train de gérer la chose. Et qu'on ne vous trompe pas, toute la Bible que nous lisons, ce sont les autorités ecclésiastiques qui étaient les autorités politiques. David était roi, mais c'est lui qui était le sacrificateur. Dans toute la Bible, les Romains là, ils étaient... C'est pourquoi même aujourd'hui on parle de mariage religieux, qui n'existe pas. La Bible ne connaît pas le mariage religieux. Pourquoi? Parce qu'en son temps, celui qui était sacrificateur, il était autorité de l'État et c'est lui qui bénissait le mariage. Voilà comment nous on a copié ces choses, on parle de mariage religieux. Non, à l'église on bénit. La bénédiction nuptiale. Voilà, on vient bénir. Il n'y a pas de mariage religieux. Ça n'existe pas. Le mariage s'établit devant l'officier d'état civil. Point trait. Donc, pourquoi les enfants changent et tout? Là aussi, je vous dis, le sacerdoce est premièrement familial. Le sacerdoce, il est familial dans la mesure où, si j'ai des enfants qui croient au Dieu que moi je leur donne, qui ont la même foi, rien ne les empêche de me remplacer. Je te renvoie dans le livre des Nombres. Dieu établit Aaron comme sacrificateur. Il lui dit Aaron, tu vas habiller tes enfants. Si toi tu pars, c'est toi qui vas les remplacer. Moïse était là. Le jour qu'Aaron est mort, Dieu dit à Aaron, enlève tes habits, qu'on les fasse porter à tes enfants. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais si l'enfant boit... Si l'enfant ou la femme, on les met là-bas pour les offrandes. D'ailleurs, dans les offrandes, il n'y a rien. Je ne sais pas si dans d'autres églises, les offrandes font vivre. Moi, je ne vois pas les offrandes. Je ne vis pas par les offrandes. Moi, je crois au Dieu qui bénit les œuvres de mes mains. Quand je viens, je prêche, j'annonce, et là où je pars, Dieu me bénit. Je ne prends pas dans les offrandes, parce qu'il n'y a rien de spécial. Mais quand les gens font ça, c'est parce que certaines personnes se disent, il y a des réunions de pasteurs, ils disent, ceux qui n'ont pas fait, il faut bâtir en église. Or, ça c'est du n'importe quoi, ce n'est pas comme ça que Dieu doit agir. Mais nous disons aussi que ce n'est pas un péché que votre fils vous remplace. Ce n'est pas non plus un péché que votre femme vous remplace, dans la mesure où vous défendez l'œuvre de l'Éternel. Une autre question, est-ce que vous avez déjà eu les jeunes encadrés pour dire que... Je vous dis sincèrement, Pour dire qu'ils sont des paresseux. J'ai compris que la jeunesse fouille même les enseignements. Oh. J'ai demandé des associations qui m'appellent. J'ai tais les noms, mais depuis que le président de la République est devenu là, il y a des associations qui se sont formées tout autour de son nom.
Il y a des gens qui viennent m'appeler pour leur parler. Et ils veulent que je dise seulement l'idée Félix. Je dis non. Si vous m'appelez, moi c'est pour vous parler, de dire que même si vous êtes des Tshisekedi, même si vous êtes de qui, si vous n'avez pas le travail en main, vous n'avez pas l'idée de travailler, vous ne faites rien. D'ailleurs, vous n'aidez même pas le président. Il ne suffit pas de s'appeler association Asofati, que c'est ça le travail. Non. Qu'est-ce que vous apportez dans le programme du président de la République? Qu'est-ce que vous apportez? Monsieur Tshisekedi, le président, il n'est plus Tshisekedi, le président politique. Il est monsieur le président. C'est toute une institution. Quand vous soutenez monsieur le président, vous soutenez l'institution. Quand vous souhaitez, vous félicitez Félix Antoine Tshisekedi, c'est autre chose. Alors, la plupart des jeunes ne veulent pas qu'on leur dise qu'il faut travailler pour apporter la pierre. C'est pourquoi j'ai dit à haute voix que la plupart des jeunes sont des paresseux. Nous entrons dans les associations, et alors que dans l'association, il faut la contribution. Ils ne donnent pas la contribution. Ils attendent qu'on donne le financement. Ils commencent à suspecter tout le monde. Donc, mais Moussala Nina était de l'autre côté. Ils ne réfléchissent pas. La jeunesse, c'est la réflexion. Nous réfléchissons autour de tel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce cas ici? Comment nous en sortir? C'est ça. Je suis bénéficiaire. Et je bénis Dieu parce qu'il y a des groupes de jeunes qui m'appellent pour ça. Mais les plus paresseux sont les jeunes de l'église. Les jeunes de l'église sont les plus paresseux. Je commence par ma propre église, ou l'église de Dieu que je dirige. Les jeunes ici, d'ailleurs c'est chaque samedi. C'est chaque samedi que j'ai réunion avec les jeunes. Ils sont des paresseux, je l'ai dit, et ils savent. Ils sont des paresseux. Quand je dis, je vais parler sur le sexe, ils se plaignent. Ça, je vous dis la vérité. Si je dis, je vais parler sur le mariage, je vais parler sur les promesses, je vais parler de sexe avant le mariage. Les jeunes sont là nombreux. Quand je vais dire ici, venez, nous allons parler comment gérer d'abord votre vie, votre capital vie. J'ai démontré aux jeunes ici une fois, j'ai dit, prenez chacun un cahier. Du lundi à samedi, prenez votre cahier, écrivez ce que vous recevez, ce que vous sortez. Vous allez voir que vous êtes tous des voleurs. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous sortez beaucoup. Vous sortez beaucoup. Personne n'a écrit dans les cahiers parce qu'ils se sont rendus compte que vous avez le tombeau, votre téléphone très cher, vous ne travaillez pas. Vous avez le téléphone, vous le devez trouver où? Plus, iPhone. $1600. Un jeune, il a un téléphone de 1600. Mais si je reçois les jeunes dans mon bureau, je dis, père, ce que vous pouvez signer 200 dans votre activité. Mais je regarde dans tes mains, il a un téléphone de 400. Comment je vais te donner $200? Toi, tu as 400 en main. Si tu t'aimes toi-même, tu vas vendre ce téléphone-là. Tu vas avoir un téléphone de $100 pour que tu puisses d'abord commencer. Si quelqu'un demande 200, il a un téléphone de 600, il ne va rien faire. C'est un paresseux. Voilà au moins ce que je peux vous répondre, mon frère. Chez les parents, mais on appelle ça des seaux. Hein, de la bière. Il peut acheter 7 seaux. Mais là où il dort, c'est la catastrophe. Bonjour, apôtre Serge. Bonjour, président. Je suis Cédric Philémon Foundji, président du Cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse. Un grand plaisir de vous rencontrer après l'alternance qui vient de connaître les pays. Je salue également les retours des questions publiques, ce canal d'expression qui permet aux jeunes de livrer leurs impressions par rapport à l'avenir de notre pays. Vous avez utilisé des mots forts, vous dites État démissionnaire, État suicidaire. Il s'agit de quel État? L'État qui était incarné par Joseph Kabila ou l'État incarné par Félix Tshisekedi? La deuxième question partirait d'une réflexion. Il s'agit du lien des causes à effet, qui fait que chaque cause entraîne inévitablement un effet déterminé, et chaque effet ne peut et ne doit être que le résultat d'une cause précise. La jeunesse devient un véritable enjeu pour le pays. Elle est à la fois un atout formidable pour l'émergence du pays. Mais faute d'encadrement, elle peut devenir une bombe à retardement. Vous parlez du chômage. Est-ce que cela n'est pas dû aux formations universitaires qui ne sont pas adaptées aux besoins du marché? Ou d'aider? Est-ce que l'État crée des facultés universitaires en fonction des besoins réels du pays? Vous dites également que la jeunesse est dans la paresse.
est-ce qu'il ne s'agit pas d'un déficit de valorisation de l'expertise de cette jeunesse? Parce qu'il y a une expertise au sein de la jeunesse, mais qui n'est pas peut-être encadrée. Voudriez-vous répondre à ces trois préoccupations? Merci. Rapidement, je parle de l'État congolais qui est démissionnaire. Je ne parle pas du régime. J'aurais parlé du régime Kabila, régime Tshisekedi, le régime de Kabila le père. Mais moi je parle de l'État congolais qui est démissionnaire. Parce que l'État n'est pas seulement le président de la République. Nous devons nous rendre compte que les détenteurs du pouvoir de l'État, ce ne sont pas seulement les régimes en place. Il y a des gens qui agissent à travers leurs représentants. Dans les sociétés, c'est l'État qui est là. Dans les provinces, je peux te parler de gouverneurs qui se constituent en maîtres dans leur région. Donc, je réponds carrément pour te dire, je parle de l'État. Je ne parle pas des régimes. Vous avez dit, je suis d'accord avec vous, que le gouvernement n'a pas une politique de mettre des facultés qui s'adaptent à nos besoins. Mais c'est là où j'ai dit la paresse de la jeunesse. Nous sommes bien pour dénoncer. Moi, j'aurais voulu une marche comme ça, pas une marche même. Quand nous faisions des réflexions comme ça, je crois vous avoir encore dit, nous prenons ces choses, des résolutions, nous voulons qu'on applique ça. Pas seulement aller implorer Moutouana Bima, non. Mais Moutouana Bima, mais nous on apporte quoi? Apportons d'abord les choses, que nous avons un colloque de jeunes qui a décidé sur un certain nombre de résolutions. Nous nous imposons cela. Si cela n'est pas appliqué, nous allons dire qu'il y a un problème. Parce qu'on nous amène dans les universités, vous terminez aujourd'hui en sciences sociales, on va vous engager où? On trouve des juristes en train de vendre les tôles. Alors qu'aujourd'hui, je vous dis que s'il y a une mauvaise pratique de la justice, parce que la plupart des greffiers ont fait 6 mois, vous prenez un jugement comme ça, vous le lisez, des fautes d'orthographe terribles. Or, ailleurs, même ici à Brazzaville, un huissier, c'est un avocat, c'est un juriste licencié en droit. Il y a des licenciés en droit qui chôment. Ils ne peuvent pas être huissier, on pense qu'être huissier, c'est un petit travail. Or, avec par exemple le droit au WADA, c'est l'huissier qui saisit. Bon, voilà un peu, on n'adapte pas la réalité à ce que nous vivons. Et ça, c'est ça que nous disons, quand les gens entrent au pouvoir, ils n'ont aucun programme. Ils viennent pour s'enrichir, ils ne réfléchissent pas à ce qui doit être fait. Un ministre des Affaires foncières, par exemple. Il doit commencer par quoi? Dans ce pays, il y a beaucoup de conflits sur des parcelles. Dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. C'est lui qui vient de nommer ministre des Affaires foncières. Par où il doit commencer? Et ceux qui sont nommés comme... Parce que maintenant, je vous dis la vérité, il y a toujours des problèmes. Le président de la République aussi a nommé beaucoup de conseillers. Et il y a tout un conseiller pour les affaires foncières. Et le ministre des Affaires foncières. Le conseiller là, il est conseiller principal. Donc il a rang de ministre. Franchement. Vous voyez? Donc le conseiller écrit, le ministre écrit. On va respecter qui? Dans l'entretemps, qui sont en train d'apatir? Nous. Là déjà, il y a un problème entre nous et mais c'est ce que je voulais te dire. Dans l'entretemps, nous, on empathie. Moi, j'aimerais des réflexions comme ça. Nous voyons comment le dysfonctionnement de l'État s'est fait. Et nous dénonçons ces choses comme des jeunes. Et nous proposons même qu'on ne se limite pas à la dénonciation, qu'on propose pour notre avenir. Voilà ce que nous demandons. Et c'est ça les meilleures revendications. La préoccupation est celle-ci. Premièrement, ça va au deux niveaux. Primo, quels sont les moyens et stratégies pour éradiquer ou soit passer les communications aux jeunes qui sont plus reculés pour le problème de changement de mentalité? Parce qu'il y a d'abord, non seulement à Kinshasa, il y a des jeunes qui sont au village, qui n'ont ni de télévision, ni de radio, étant pasteur que vous êtes, et acteurs sociaux. Quelles sont les stratégies mises à la disposition de la jeunesse qui sont dans des coins reculés pour se parler quels sont les changements de mentalité? Deuxième préoccupation, que prévoit la Constitution au cas un acteur politique jouit d'influence sur les policiers ou les soldats pour marginaliser le peuple latent souffrant? Qu'elle prévoit la Constitution pour des sanctions ou des réactions? Voilà mes deux préoccupations. Je peux peut-être vous scandaliser. Je suis le seul peut-être
qui ne suis pas d'accord avec ce terme de changement de mentalité. Nous changeons quelle mentalité? Nous changeons quelle mentalité? C'est un slogan. Quand on parle de changement, il faut partir d'abord d'un constat, d'une mentalité qui est là, qu'on doit changer. Nous voulons changer pour adopter quelle mentalité? Il faut d'abord un état de lieu, pour moi, qui dit, voilà telle mentalité que nous visons, que nous allons changer. Et je trouve que on est en train de parler de changeons. C'est devenu quelqu'un qui pointe les autres. Changeons de mentalité, mais lui-même ne veut pas changer. Tu vas changer quoi? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on veut faire. Je me rappelle même que le gouvernement, le régime partant, ils avaient mis un ministère pour la bonne citoyenneté. La citoyenneté. Mais vous voulez faire des bons citoyens dans quelle cité? Il faut commencer par créer les cités. Donc, c'est pourquoi je suis d'avis que quand on doit savoir c'est quelle mentalité, qui sont visés pour le changement de mentalité, et c'est quelle mentalité que nous dénonçons. De deux, la stratégie la meilleure, il faut qu'on associe principalement, pas seulement, premièrement, les églises qu'on néglige. Les églises ici ont joué un rôle important pour calmer même la population quand il y a eu ce qu'il devrait y avoir. Alors, passer par les églises qu'ils aient des messages, parce qu'on ne peut pas seulement avoir l'évangile qui ne change pas les caractères des gens. Tous ces gens, ces politiciens, ces autorités, chacun a une église d'attache. Si déjà dans les églises, on commence à prêcher la bonne mentalité, le caractère qui doit changer, je crois que c'est une bonne stratégie. Et les colloques des jeunes, vous avez dit qu'il y en a qui sont à la télé. Le changement de mentalité n'est pas une histoire de la télévision. Jusqu'aujourd'hui, il y a des coins de notre pays qui ne connaissent pas l'indépendance. Parce que l'indépendance se parle en français. Cette indépendance, ça se parle toujours en français. Et nous venons de fêter 61e anniversaire. Il y en a qui ne savent même pas. On est allé acheter les parapluies. Il n'y a pas un message d'éclat. De dire, comme c'est l'indépendance, 60, 80, tous les villages là, vous allez recevoir les gens pour dire que c'est l'indépendance. Ils seront surpris de savoir que nous sommes indépendants. On fait ça. Voilà même la même chose que des jeunes qui sont reculés, qui n'ont pas le temps de suivre la télé, qui n'ont jamais compris ces mots de changement de mentalité. Ils ne le savent pas. Mais le message qui doit circuler à travers des structures locales d'encadrement, c'est ici l'occasion où les ONG, ce qu'on appelle les organisations non gouvernementales, qui doivent avoir ce message pour aller apporter, parce que les gens pensent que les ONG sont leur appui. Voilà. Deuxième question, il a parlé de... Oui, moi je voulais par rapport au changement de mentalité. Il y a beaucoup d'églises dans ce pays, mais ça veut dire on caricature le Congolais comme... Vous êtes dans un trou, j'ai vu des caricatures. Il y a 4 blancs et 4 noirs. On a mis Congolais. Les blancs, ça n'a pas été chez le Congolais, ceux qui m'ont commis le colonel, les autres m'ont béni. Eza nani mutu nyonso azotwa eza nani mutu nyonso azolobaka ke mitema mabe. Tout le monde pointe les autres. Ils sont de mauvaise foi. Une fois ici, on était opposition au gouvernement. L'opposition dit ces gens-là sont de mauvaise foi. Le gouvernement dit ils sont de mauvaise foi. Ils veulent tuer. Donc c'est comme ça que je dis, commençons par identifier la mentalité à changer. Si nous identifions cela, nous allons mettre une politique pour changer cette mentalité. C'est comme ça que moi je crois. C'est vrai qu'il y a une mauvaise foi dans ceux qui gouvernent. Ils ne veulent pas que les autres évoluent. Mais il y a aussi une mauvaise foi dans ceux qui ne gouvernent pas. Ils tiennent à tout prix. Comme ce sont eux qui échouent. Ils font des démarches contraires. Ce sont des choses qu'il faut mettre sur place pour dire, vous aussi, laissez la chance à ceux qui sont au gouvernement. Ceux qui sont au gouvernement, donnez la chance à ceux qui ne gouvernent pas. Chacun n'enviera pas l'autre. Nous allons finir cette émission avec 2 dernières questions. Il y a 4 personnes, le réalisateur va choisir. Ah non, il a parlé de la responsabilité constitutionnelle. Oui. Mais la Constitution reconnaît aussi les droits aux autorités, les privilèges aux autorités établies. Ceux qui sont là, ils ont un certain privilège.
mais on ne les reconnaît pas le droit de flageller, de bafouer les droits des autres. Non. Là, les cours et tribunaux sont là pour ça. Vous allez les attraire, ils seront condamnés, punis. Quel est le secret de la réussite? Je remercie d'abord la jeunesse qui est venue. À travers vous, tous les autres jeunes, le premier mot, c'est le mot d'encouragement. Je nous encourage à ne pas fléchir, mais à se mettre debout avec une détermination pour la réussite. Le premier élément important que je vous ai dit en dehors de notre Dieu, parce que je suis pasteur, je ne peux pas vous donner un secret qui est en dehors de Dieu. Le premier secret, c'est d'être accroché à votre Dieu. C'est Dieu qui est la base de tout. Le deuxième secret pour la jeunesse, c'est l'ouverture de l'état d'esprit. Quand nous pensons bien, nous allons faire bien. Et c'est lui qui veut, il peut. Réfléchissons autour de ça. Ayons un état d'esprit ouvert. Et faisons sur base des initiatives que nous avons. Et voyons le bien commun pour réussir. Parce qu'une seule personne ne peut pas réussir le tout. Mais si tu réfléchis pour toi et pour l'autre, il y aura une voie de sortie pour que toi aussi tu ne sois pas tiré, comme on a dit. Si tu réfléchis en égoïste, rien ne va pas sortir. Mais réfléchis autour de 4-5 personnes. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Cela va te bénéficier toi, bénéficier l'autre. Et c'est une voix qui sera entendue par ceux qui gouvernent. Parce que aussi le langage du gouvernement, c'est le langage populaire. Et je vais dire par là, quand il y a un mouvement comme ça, nous disons nous voulons ça, ça va se faire. Mais quand tu es seul, des fois tu parles, personne ne te suit. Alors, associez les autres à vos initiatives, ouvrez l'esprit, ne restez pas stagné sur quelque chose, voyez ce qui peut être fait. Je me pose la question au Congo, je viens d'apprendre, si c'est vrai ou faux, qu'il y a un téléphone made in Congo qui n'est pas encore sorti. Un Congolais est en train de réfléchir. J'ai vu hier sur le Facebook quelqu'un qui a tenté de faire le lancement des missiles au niveau de fusils ou des missiles au niveau du campus. Nous voulons que les gens réfléchissent autour de ça. Maintenant là que le gouvernement est là, qu'est-ce que toi tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux dire à l'État? Et cela va te servir pour avancer. Et n'oubliez pas que la vie d'un jeune, c'est un combat. Et il y a une barrière. Laquelle barrière ne s'ouvre pas d'elle-même. Cette barrière, il faut la forcer. Il faut la forcer. J'ai mis cela avec une parole de Dieu qui dit « La vie appartient aux violents ». La violence, ce n'est pas détruire. La violence, c'est faire une idée de ce qu'on peut faire. Abandonner tel pour faire violence d'obtenir telle chose. C'est ça la violence que je vais demander aux jeunes. Et c'est là, c'est une clé, une ouverture pour votre succès. Et le succès appelle le succès. Merci beaucoup, Maître Serge Mikanga, double casquette et aussi apôtre, représentant légal de l'église communauté Cité de Paix. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a voulu que vous puissiez communiquer et à cet échantillon de jeunes que nous étions ici, mais surtout à ces millions de jeunes qui sont à la maison, qui nous suivaient. Nous avons reçu beaucoup d'appels. Voilà, on a lancé ce programme où nous allons revenir avec plusieurs invités pour que nous, jeunes, sachions ce que nous devons faire. Et je retiens de cet échange que nous devons être une changement que nous voulons. Nous devons commencer nous-mêmes par prêcher par l'exemple et qu'il y a une barrière et que cette barrière devait être brisée par nous-mêmes. C'est ce que je retiens de cette émission et je pense que vous avez aussi aimé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission, je ne vous ai pas entendu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission. Au revoir.